Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux déchets de chantier. Ce rendez-vous est organisé en partenariat entre la CMA Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. Le programme de cette petite heure que nous allons passer ensemble va se passer de la manière suivante. Après ce temps d'introduction de ma part, nous avons une intervenante de l'association ASCOMED qui va nous faire un point sur l'actualité réglementaire et également la charte d'accueil régional des professionnels en déchetterie publique. Ensuite, je vais moi-même faire une intervention sur le réemploi qui est justement là pour éviter de produire des déchets. Et pour terminer, avant la séance de questions-réponses, nous aurons un témoignage de Laurent Cuinet de l'entreprise Tridou qui va nous parler de son activité de traitement des déchets. Nous allons finir à peu près vers 19h, 19h15. Les questions abordées lors de ce webinaire seront les obligations des entreprises en matière de déchets. On va également discuter quels sont les déchets qu'il faut trier sur le chantier même. Et on va, comme j'ai dit, vous expliquer quels sont les lieux publics qui peuvent accueillir les déchets. Et si vous ne le savez pas encore, on va aborder la notion de réemploi. Je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. Si vous ne nous connaissez encore pas, nous sommes le centre de ressources régionales dédié à la construction durable. Nous œuvrons auprès des professionnels des bâtiments, quels qu'ils soient. On va du maître d'ouvrage, il y a le programmiste, les bureaux d'études, les architectes, aux entreprises et jusqu'à l'exploitation. On organise des moments et des rencontres, d'échanges, des formations pour ces professionnels pour apporter notre connaissance sur la construction durable. Et in fine, l'objectif, c'est de construire des bâtiments plus vertueux. Le rendez-vous d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec la Chambre de métiers et je vais laisser la parole justement à Sophie Manarterski de la Chambre des métiers pour qu'elle nous dise deux mots sur la Chambre des métiers en région. Sophie. Merci beaucoup Lina. Bonsoir à tous, Sophie Manarterski de la Chambre de métiers et de l'artisanat. La Chambre de métiers accompagne globalement les activités et les entreprises artisanales pour son développement économique. Et nous avons développé depuis maintenant plusieurs années un volet et un accompagnement personnalisé et gratuit à destination des entreprises artisanales dans le domaine de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne les artisans sur toutes les questions de près ou de loin dans le domaine de l'environnement. Ça peut inclure, c'est-à-dire des questions très précises sur des labels, sur des questions, sur des installations de type photovoltaïque ou encore la gestion des déchets, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez avoir un référent au niveau départemental. Et donc, vous pouvez voir la carte qui s'affiche. Donc, chacun des agents de la Chambre de métiers se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bon webinaire. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va continuer. Alors, je me suis lancée avant de commencer vraiment notre intervention, je vais lancer un petit sondage pour qu'on sache qui on a en face de nous, qui nous écoute, pour un peu pouvoir, à la marge en tout cas, adapter notre intervention. Donc, il s'agit d'un webinaire spécial entreprise et je vais lancer le sondage et je vais vous demander quel est votre domaine d'activité. Donc, je lance le sondage. Donc, si tout va bien, vous voyez des options qui s'affichent à vos écrans. Vous avez d'abord électricité, plomberie, chauffage, ventilation, isolation, plâtrerie, menuiserie, revêtement de sol, peinture, charpente, couverture, étanchéité, maçonnerie. Et vous avez une deuxième question concernant vos pratiques, concernant la mention des déchets, si vous avez l'habitude de mentionner sur vos devis le coût de traitement des déchets sur votre devis, si vous répercutez le coût de traitement des déchets directement à votre client ou si vous ne le faites pas.
Donc, je vois qu'il y a quelques réponses. N'hésitez pas à continuer à répondre. Je vais partager une fois qu'on a… Et je veux dire, si vous êtes d'un domaine qui ne serait pas mentionné, si vous n'êtes pas une entreprise, n'hésitez pas à mentionner dans le chat quel est votre domaine d'activité. Comme ça, on a cette information. Donc, je pense que la plupart des personnes, il y a encore quelques réponses qui arrivent. Je vais vous laisser encore quelques instants. Donc, votre domaine d'activité et vos pratiques en ce qui concerne les devis. Donc, je vais mettre fin au sondage et je partage les résultats. Donc, logiquement, vous les voyez. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Donc, il s'avère que la majorité de nos auditeurs ce soir travaillent dans le domaine de la menuiserie. On a aussi des représentants de l'activité isolation, plâtrerie, couverture, électricité et puis maçonnerie. Voilà. Et puis, concernant les devis, on voit que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de mentionner le coût de traitement des déchets dans vos devis. Donc, ça nous a permis de vous connaître un petit peu plus. Donc, j'ai arrêté le partage et logiquement, vous voyez mon écran. Pour commencer, je vais commencer à quantifier un peu la production des déchets. Vous voyez sur cet écran, c'est issu d'une étude de l'ADEME. En France, en tout, sur une année, on produit 328 millions de tonnes de déchets. Sur cette quantité relativement extrême, l'activité bâtiment, en parlant pas de l'activité travaux publics, produit 46 millions de tonnes. Donc, ces 46 millions de tonnes, c'est 4 fois moins que les travaux publics, justement, mais c'est quand même plus que ce que nous produisons tous en déchets ménagers dans notre activité de personnes privées. La répartition par type de chantier, on voit que c'est la démolition qui représente la plus grande partie de la production des déchets, suivie par la rénovation, et finalement la construction neuve représente un petit pourcentage de la quantité totale des déchets. En Bourgogne-Franche-Comté, donc on est une grande région, on produit 1,5 million de tonnes de déchets par an, et uniquement, moins de 15% de ces déchets sont recyclés. Et ce, malgré le fait qu'il y a un objectif réglementaire depuis 2020 de valoriser 70% de tous les déchets. Et il faut savoir que la région s'est dotée d'un objectif qui est plus ambitieux que l'objectif réglementaire, qui est de 80%. Donc, on voit qu'on est loin à la fois de l'objectif réglementaire et de l'objectif régional. En France, beaucoup d'évolutions sont initiées par des évolutions réglementaires et c'est également le cas pour les déchets. Il y a un tout nouveau schéma réglementaire pour la prévention et la gestion de déchets dans le bâtiment et les travaux publics. Ce schéma réglementaire est créé par la loi AGEC, donc le sigle veut dire la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et ce schéma est divisé en 3 phases différentes. D'abord, avant le chantier, où désormais c'est obligatoire pour des chantiers au-dessus d'une certaine taille de faire un diagnostic ressources qui détaille justement les ressources et pas les déchets présents en vue d'une démolition ou d'une rénovation. On va aborder le sujet largement juste après. Ensuite, pendant le chantier, où il y a des obligations de tri à la source et de collecte séparée. Et puis, après le chantier, où il y a des exigences par rapport à la traçabilité et la reprise gratuite des déchets. Donc, on va rentrer dans les détails de tout ça. On ne va pas le faire dans l'ordre que j'ai énoncé, parce qu'on va commencer par les déchets et ça va être suivi par la notion de diagnostic avant. Donc, je vais laisser la parole à Justine Peguet, qui est chargée de mission prévention et gestion des déchets à l'association Ascomad. Je te laisse la parole et l'écran. Justine, j'arrête le partage et tu vas pouvoir prendre la parole. Super, merci.
Merci, bonsoir à tous. Donc, Justine Peguet, je travaille pour l'ASCOMAD. ASCOMAD, on est une association de collectivités territoriales. On pourrait se rapprocher un petit peu à la CAPEB ou à la FFB dans vos domaines. Niveau réglementation sur les déchets en tant que professionnel, il faut savoir que vous êtes garant de la bonne gestion de vos déchets, de la production jusqu'à son élimination. Donc, il faut bien vous assurer que votre déchet est éliminé. C'est une obligation réglementaire. Vous avez également donc une obligation de tri de ces déchets, et notamment du tri à la source des 7 flux. Donc, ces 7 flux, c'est le papier, bois, les fractions minérales, métal, verre, plastique, plâtre, et prochainement, donc les biodéchets en 2024 et le textile en 2025. Donc, le 7 flux va passer à 9 flux en 2025. Donc, cette obligation de tri, elle est pour tout le monde, toutes les entreprises, à part si vous utilisez le service public et que vous produisez moins de 1100 litres par semaine. Vous n'êtes pas soumis à cette obligation de tri 7 flux, mais par contre, vous êtes soumis à l'obligation que vous impose votre collectivité de collecte des déchets. Donc, voilà, triez bien dans le bac jaune, bac bleu, suivant vos territoires. Également pour vos déchets de démolition et de construction, si vous n'avez pas la possibilité d'affecter une surface de 40 mètres carrés pour le stockage de ces déchets, et si le volume total des déchets générés sur l'ensemble de la durée du chantier est inférieur à 10 mètres cubes. Ensuite, sur ces tri, 7 flux, vous avez la possibilité quand même de les garder en mélange, parce que ça peut prendre énormément de place si on fait vraiment le tri de ces 7 flux. Il faut juste que ça n'affecte pas la valorisation des matériaux. Donc, par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre le plâtre avec le papier, puisque mélanger le plâtre et le papier, là, ça va vraiment affecter pour revaloriser le papier ensuite. À savoir donc que si vous ne respectez pas cette obligation de tri, vous pouvez être sanctionné d'amende de jusqu'à 150 000 € maximum, ou ça peut être également considéré comme une infraction pénale qui peut être punie jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc, à savoir aussi, donc depuis maintenant 2 ans, vous devez mentionner la gestion des déchets sur vos devis en mettant une petite estimation de la quantité, les modalités de leur gestion et d'enlèvement, le lieu où vous allez déposer vos déchets et bien sûr le coût qui est associé. Donc, si c'est dans le devis, ensuite, bien sûr, vous pouvez refacturer à vos clients la gestion de vos déchets. Le bordereau, vous devez également avoir un bordereau de dépôt des déchets inertes ou non dangereux qui est à garder pendant 3 ans. Donc là, quand vous faites collecter vos déchets, votre collecteur doit vous remettre donc un papier pour bien prouver que vous avez mis vos déchets dans les bonnes filières. Et pour vos déchets dangereux, donc si vous en avez maintenant, ce bordereau et les déclarations de vos déchets dangereux doivent se faire sur une plateforme qui s'appelle Track Déchets. Donc, il y a le lien sur la présentation que vous aurez plus tard. Et donc, voilà, là, c'est pour vraiment s'assurer du bon suivi des déchets dangereux. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette nouvelle filière à responsabilité élargie de producteurs sur les produits et matériaux de construction du bâtiment qui est en cours de déploiement. Donc, une filière REP, c'est une contribution en fait, que les producteurs et que les consommateurs de produits doivent payer justement pour la gestion de ces déchets. Donc, par exemple, quand vous achetez un frigo, vous payez peut-être 3 € d'une éco-contribution. Et bien là, ça sera pareil également pour vos produits de matériaux de construction, donc sur les carrelages, colle, etc. Donc, cette filière, elle est en cours de déploiement à partir de 2023. Donc, la reprise de ces déchets ensuite sera gratuite sur des points de collecte. Donc, les points de collecte pourront être en magasins spécialisés, en déchetterie professionnelle ou déchetterie publique, où vous aurez également la possibilité de faire reprendre directement vos déchets sur les chantiers. Donc, comme vous l'a expliqué Lina, les déchets de bâtiment, c'est une grande quantité, donc cette filière va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Je pense qu'elle sera totalement opérationnelle en 2026.
Donc voilà, il ne faut pas vous étonner si en 2023, vos déchets ne seront pas encore repris gratuitement. Donc, j'imagine en tant qu'artisan, vous utilisez également les déchetteries publiques. Il faut savoir donc que les collectivités publiques n'ont aucune obligation d'accepter les déchets qui sont issus d'une activité professionnelle dans leur déchetterie. En effet, les déchetteries sont vraiment faites pour les ménages et donc pas forcément optimisées pour les professionnels. Enfin voilà, vous avez les garde-corps, etc. Donc c'est difficile pour vous de décharger, mais c'est des consignes de sécurité pour les particuliers. Mais donc souvent, c'est quand même le seul exutoire sur notre territoire, les déchetteries publiques. Donc c'est pour ça que les gestionnaires vous laissent leur accès. Du coup, comme les gestionnaires vous laissent l'accès, il est également important de respecter leurs modalités d'accès. Déjà parce que le coût du service public est vraiment calculé seulement sur les tonnages des ménages. Donc, si les professionnels amènent leurs déchets sans payer leur part de professionnels, en fait, ce coût sera mal calculé et donc les impôts des particuliers risquent d'augmenter. De toute façon, pour les professionnels, c'est une opération transparente si vous payez directement en déchetterie puisque vous pouvez le refacturer à vos clients. Également, donc, les déchetteries ont un règlement et ce règlement est un texte à respecter, sinon vous pouvez être sous peine de poursuite. Juste quelques petits rappels, mais ça, je pense que maintenant, c'est bien ancré dans la tête de tout le monde. Donc, les dépôts sauvages sont interdits. Vous pouvez avoir également une amende qui peut aller de 68 € à 75 000 € et même jusqu'à la confiscation de votre véhicule, si on vous prend avec. Et également, le brûlage des déchets est également interdit, que ce soit les déchets plastiques, pneus, mais également les déchets verts. Alors, il y a quelques années, donc, les collectivités territoriales avaient donc un petit peu des soucis avec les artisans qui ne respectaient pas toujours les modalités d'accès et les représentants des professionnels qui trouvaient que c'était compliqué pour les artisans d'accéder dans ces déchetteries. Donc, on a eu l'idée d'une charte pour de bonne gestion et de bonne garant de l'utilisation des déchetteries. Donc, cette charte permet de laisser accessible le service des déchetteries publiques pour les professionnels. Elle permet de garantir aux collectivités que l'engagement des professionnels pour respecter les conditions d'accès et également de favoriser la valorisation des déchets qui sont produits en petite quantité par les professionnels et qui n'ont pas forcément d'autres exutoires sur le territoire. Donc, cette charte, elle est signée donc par la CMA, CAPEB, FFB, l'ADEME, la région Bourgogne-Franche-Comté, par les collectivités, donc je vais montrer juste après, et donc nous, ASCOMAD, représentants des collectivités territoriales. Donc depuis 2020, sur cette charte, il y a 11 gestionnaires qui se sont engagés, donc ce qui représente 86 déchetteries labellisées. Donc principalement en Saône-et-Loire, toute la Haute-Saône avec le Citevum et un peu en Côte d'Or. Et donc un petit peu aussi dans le Doubs et ça commence à venir dans le Yonne. Avec cette charte, donc on a créé également un site cartographique qui permet de localiser les exutoires qui sont plus proches vraiment de vos chantiers ou sièges sociaux, qui vous permet de connaître les modalités d'accès des déchetteries labellisées et qui vous donne la possibilité d'établir un itinéraire. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ce site. Je vous mettrai l'adresse du site dans le chat pour que vous l'ayez. Donc, si par exemple, je prends une commune de chantier, donc on va dire rue Félébonne, avec le siège social d'une entreprise, on va dire à Nolay, avec un temps de parcours maximum depuis le chantier, on va mettre 30 minutes. Donc ensuite, il y a juste à cliquer sur « Trouver une déchetterie ». Et donc là, on nous affiche bien les déchetteries qui sont labellisées, également les déchetteries publiques, les autres qui ne sont pas encore labellisées. Mais vous avez également sur ce site les déchetteries professionnelles qui peuvent accueillir les professionnels, les artisans et également les centres de stockage des déchets inertes et les plateformes de compostage si vous avez des déchets verts.
Donc, pour les déchetteries labellisées, vous aurez ensuite toutes les informations. Donc, avec les horaires d'ouverture, les déchets qui sont acceptés, les déchets qui sont refusés, avec le prix de ces déchets, donc ce qui est pratique ensuite pour établir vos devis. Et donc, également, vous savez là qu'il faudra un badge pour accéder en déchetterie. Donc, il faudra appeler, bien sûr, le gestionnaire qui est ici la communauté d'agglomération de Beaune Côté Sud. Voilà pour la petite présentation du site. Également, la CMA a un annuaire de gestion des déchets. Et sur ce site, vous pouvez retrouver également le lien pour y aller. Voilà pour ma présentation. Donc, s'il y a des questions, avec plaisir. Oui, merci Justine. J'ai pas de questions encore et je me rends compte que j'ai été pas très claire en début de webinaire en indiquant qu'effectivement vous n'avez pas accès ni à caméra ni au microphone en tant que participant au webinaire. Par contre, vous avez tous la possibilité de poser des questions, de préférence dans le petit module qui s'appelle Q&R que vous voyez en bas ou en haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long. On va libérer Justine s'il n'y a pas de questions tout de suite. Et on va réenchaîner sur le réemploi et puis on donnera rendez-vous à Justine en fin de webinaire pour si vous avez des questions par rapport à son intervention. Donc, je vais à nouveau partager mon écran et je vais enchaîner sur la partie réemploi. Donc, le réemploi, c'est quelque chose que l'on pratique dans le bâtiment depuis toujours, mais c'est quelque chose qui a été progressivement mis à l'écart avec l'industrialisation, avec des produits de construction moins chers et de moins bonne qualité. Et c'est pour ça aussi que les quantités de déchets ont vraiment augmenté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte de changement climatique qui nous oblige tous à changer nos pratiques pour limiter les émissions de CO2 et espérer avoir une planète encore vivable d'ici quelques années. Le réemploi, c'est pour ça que le réemploi est encouragé par différents dispositifs réglementaires récents qui visent à faire intégrer le réemploi dans le projet tous les professionnels du bâtiment. Juste quelques mots, donc l'objectif sur la définition, on parle d'économie linéaire par rapport à une économie circulaire. Donc, nous avons tous connu l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait les matériaux, on fabrique un produit de construction, il y a de l'assemblage, de la destruction, il y a tout le projet de bâtiment, et puis à la fin, on jette tout à la déchetterie. L'objectif avec l'économie circulaire, c'est d'avoir moins de gaspillage de ressources par différents dispositifs pour réinjecter les ressources dans la chaîne. Donc, la première chose, c'est évidemment une maintenance de sa construction pour que sa durée de vie soit plus longue. Mais on peut aussi intégrer le réemploi. Donc, le réemploi, il y a deux différentes définitions. Le réemploi, c'est que je déconstruis mon bâtiment, je déconstruis une porte et je vais la réutiliser comme une porte. Ça, c'est du réemploi. Par contre, si je prends ma porte et que je la réutilise comme une table, ça, c'est de la réutilisation. C'est un usage détourné. Donc, peu importe, l'objectif, c'est qu'on n'utilise pas une nouvelle matière pour son projet. Mais également, de refabriquer des nouveaux matériaux, de recycler les matériaux, ça fait partie des leviers dont on dispose pour réduire la quantité de déchets. Le réemploi nous demande de vraiment changer de regard par rapport à l'existant et de ne plus considérer quelque chose qu'on démolit ou qu'on déconstruit comme un déchet, mais plutôt comme une ressource. Évidemment, c'est pas tout qu'on peut réemployer, mais c'est quand même possible pour pas mal de choses. C'est pour ça que le réemploi, c'est vraiment un levier de prévention de la production de déchets.
Ce réemploi, comme on commence à voir pas mal dans le projet, introduit des nouvelles étapes dans le projet de construction. On connaît d'habitude la phase de construction, ensuite la vie du bâtiment. Et quand la vie du bâtiment est terminée, qu'elle doit évoluer ou être démolie, il y a désormais une obligation réglementaire de faire un diagnostic ressources, justement pour identifier les éléments dans le bâtiment qui pourraient servir de ressources et ne plus être jetés. On va collecter ces produits, ensuite les préparer ou les nettoyer, mettre en état pour qu'on puisse les réutiliser. On va les stocker et expertiser et on pourra ensuite les réutiliser en construction pour une nouvelle vie du bâtiment. Donc, le début de tout, c'est le diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà d'un point de vue réglementaire depuis 2011. Il y avait une exigence qui s'appelait diagnostic déchets. Donc, c'est une pratique qui était très peu mise en œuvre. En fait, ça s'appliquait depuis 2011 à la démolition de tout bâtiment supérieur à 1000 m². Donc, je conçois que dans la région, on n'a pas forcément beaucoup de démolition de bâtiments supérieurs à 1000 m². Mais globalement, en France, c'est peut-être moins de 5% des projets concernés. Donc, ce diagnostic visait à identifier des filières de valorisation des déchets, mais il ne servait pas à grand-chose puisqu'il n'était pas appliqué. Depuis 2015, quelque chose comme ça, en France, il y a la pratique de réemploi qui commence à redevenir à la mode, qui commence à être utilisée dans le projet. Et ces acteurs, les premiers acteurs, ils ont commencé à faire ce qu'ils ont appelé un diagnostic ressources. Donc, ce diagnostic ressources, c'est vraiment né de la pratique et c'est un document contractuel. Ça n'a rien de réglementaire. Et en fait, la nouvelle exigence réglementaire de réaliser un diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, c'est issu de la loi AGEC dont j'ai parlé juste avant. Et ce diagnostic est désormais réglementaire pour la démolition, mais aussi la réhabilitation de tout bâtiment supérieur à 1000 m². Donc, on a toujours cette exigence, mais je vous en parle quand même aujourd'hui, parce que c'est important, vous allez commencer à voir dans des consultations des obligations de mettre en œuvre des matériaux de réemploi. On va peut-être vous demander d'identifier des sources de bâtiments de réemploi, donc c'est important de connaître les évolutions. Donc, les objectifs de ce nouveau diagnostic réglementaire, c'est vraiment d'augmenter les taux de réemploi, de valorisation, mais c'est aussi d'améliorer la traçabilité des déchets de chantier. C'est le maître d'ouvrage qui est responsable de la réalisation de ce diagnostic et c'est pour ça que vous pouvez peut-être désormais le trouver dans les dossiers de consultation. Il y a une hiérarchisation réglementaire des déchets. Notre obligation à tous, c'est d'abord d'éviter la production des déchets et par la prévention. Si on ne peut pas prévenir la création de déchets, on s'oblige à d'abord avoir recours à du réemploi. Et puis finalement, seulement quand le réemploi n'est pas possible, on va faire de la valorisation matière, c'est-à-dire que du plâtre va revenir du plâtre, etc., du plastique. Et c'est seulement après ça qu'on peut recourir à la valorisation énergétique. Donc, on en entend beaucoup parler, par exemple, dans les réseaux de chauffage urbain. Et pour autant, ce n'est pas la première chose à faire. Et puis, finalement, on arrive à l'élimination finale des déchets. Donc, vous voyez que par rapport à nos pratiques aujourd'hui, la pyramide est très probablement inversée parce que c'est plutôt l'élimination qui représente la base de la pyramide et les déchets évités probablement le sommet. Pour terminer mon intervention, je souhaitais vous illustrer montrer à quoi ça peut ressembler un diagnostic que vous pourrez donc du coup trouver dans un dossier, parce que même si l'obligation ne concerne que des bâtiments supérieurs à 1000 m²,
il y a certaines collectivités qui commencent à rendre le diagnostic obligatoire pour tous leurs projets, quelle que soit la taille. Donc, ça peut être bien d'être préparé à la lecture de ce genre de documents. Donc, ici, il s'agit de l'identification de tuiles, et en fait, l'identification est vraiment précise et détaillée. Excusez-moi, Lina. Oui. Excusez-moi, c'est Laurent. A priori, il y a pas mal de monde qui ne voit pas votre écran, dont moi. Je me permets d'intervenir pour savoir Oui. si vous avez bien partagé. J'avais partagé, mais peut-être que ça a sauté. Effectivement, c'est difficile d'animer. Est-ce que vous voyez maintenant ou pas? Beaucoup mieux, merci. D'accord. Où est-ce que je sais pas où est-ce que je vous ai perdu? Depuis le début. Depuis le début. Ah mince. Bon, je peux vous dire du coup, c'est vraiment difficile d'animer et de suivre le chat en même temps. Donc, pour vous consoler, vous aurez le support et le replay, donc vous pourrez regarder en détail les slides. Je ne vais quand même pas revenir en arrière, mais c'était quand même important pour l'illustration du diagnostic PEMD. Et merci Laurent pour l'intervention. Et excusez-moi, ça a dû sauter. Donc, du coup, le diagnostic, ça est composé d'une partie textuelle où vraiment on identifie le composant, on dit que c'est une tuile, que le matériau c'est de la terre cuite, on qualifie aussi l'état, si c'est réutilisable, l'homogénéité, on quantifie aussi combien est-ce qu'il y a de ce produit, on identifie les dimensions, la densité, comment c'est assemblé, à quelle date ça a été posé. Donc, du coup, pour ce genre d'identification, c'est vraiment les dossiers, les DOE, les dossiers d'ouvrage exécutés qui sont importants parce que ça peut permettre d'améliorer l'identification. Il peut y avoir des préconisations pour la dépose, pour le conditionnement et même des suggestions de réemploi. Parce que le réemploi, comme vous l'avez entendu, la tuile elle peut potentiellement être, encore une fois, une tuile en fonction de son état, mais elle peut aussi être utilisée pour faire des murets, pour faire des sols, etc. Donc, c'est tout en fonction de son état. Le diagnostic, là, on change le produit. Il s'agit d'une fenêtre cette fois-ci. Donc, vous avez la partie textuelle que j'avais mis en grand tout à l'heure, mais on complète par des photos très détaillées qui montrent l'état. Et puis, pour terminer, nous avons aussi des plans de localisation pour identifier très précisément où sont localisés ces produits. Donc, tout ce que je vous ai montré, c'est issu du diagnostic ressources d'un projet pilote dans la région dont vous avez peut-être entendu parler, le chantier de l'Arsenal à Besançon, qui est un chantier pilote exemplaire en matière de réemploi. Et c'est pour ça que je peux partager les documents. Vous avez deviné que le réemploi, ça intègre de nouvelles étapes dans le processus de conception et de construction d'un bâtiment, ce qui nécessite une montée en compétence des différents acteurs de la construction sur l'ensemble de la chaîne, à commencer peut-être par l'architecte qui, au lieu d'imaginer son projet qu'il a envie de construire, il faut peut-être regarder ce qu'il y a comme ressources pour concevoir son projet en fonction des ressources disponibles. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. Par exemple, la dépose ou la démolition soignée, au lieu de venir tout casser, si on dépose de façon soignée les différents éléments, on ne les casse pas et ils peuvent avoir une deuxième vie. Mais il y a aussi des nouveaux métiers dans la préparation des matériaux, la fabrication de produits de réemploi, dans le conditionnement, le stockage et la logistique. Il y a des matériaux tech qui sont en train de se créer dans toute la région. Pour les concepteurs, et ça, on est vraiment en manque pour l'instant dans la région, c'est de faire ce fameux diagnostic ressources. C'est le début et c'est souvent un document qui inspire, que ce soit des entreprises ou des architectes ou des maîtres d'ouvrage pour faire du réemploi.
Voilà, encore une fois, je suis... Donc oui, dernière slide. Je voulais vraiment dire que je sais que certains d'entre vous, vous pensez que ça va jamais se faire, c'est pas possible, etc. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui arrive. Il y a une feuille de route régionale sur 3 ans qui vise à vraiment développer cette pratique dans la région. Donc il faut le considérer comme une opportunité pour les entreprises et vraiment c'est quelque chose qui valorise le savoir-faire de chaque métier et la main-d'œuvre, au lieu de gagner sa vie sur un pourcentage sur les matériaux, eh bien, c'est plutôt les heures de main-d'œuvre et la qualification qui peuvent être valorisées en faisant de la dépose soignée et la mise en œuvre de matériaux réemployés. Donc, j'ai fini et je vais laisser la parole à Laurent, qui sera introduit par Sophie de la CMA. Et je vais arrêter le partage. Non, alors effectivement, je ne fais que la transition entre nos 2 interventions. Donc, merci Lina pour ce point de représentation du réemploi et point réglementaire pour Justine. Et donc, Monsieur Cuinet, vous avez la parole. Je vous propose de présenter votre entreprise et donc la solution que vous proposez aux entreprises. Bonsoir à tous, merci d'être présents, si nombreux. Je vais essayer, j'ai pas trop l'habitude des monologues, j'aime plutôt la discussion, mais je vais essayer de ne pas être ennuyeux et de vous présenter quelques solutions qui pourraient s'offrir à vous, parce que trier 7 déchets sur un chantier, c'est super, ou chez soi, c'est génial, dans l'entreprise. Par contre, avoir 7 bennes sur le parc, c'est quand même moins rigolo. Et on n'en parle pas sur le chantier, avec les maisons qui sont de plus en plus petites, sur des terrains de plus en plus petits, ça paraît très compliqué. Je n'ai pas préparé de diaporama plus que ça, je vais vous présenter 2-3 slides, et à commencer par mon entreprise. Mon entreprise, qui est Tridou Solutions Déchets. On est basé à l'hôpital du Grosbois, entre Besançon et Pontarlier, donc sûrement un peu loin d'entreprises d'entre vous, mais voilà, on peut malheureusement pas beaucoup déménager. La première idée qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment facturer les déchets à vos clients. Non seulement c'est une obligation, mais en fait c'est un vrai profit, une vraie plus-value qui vous permettra ensuite de mettre les bonnes solutions en place où vous gagnerez du temps. Et ça, trop peu d'entreprises le font, même très très peu. Moi, je le conseille à tous mes clients le font. Je peux vous dire que quand vous facturez 10, 15, 20, 30 euros, évidemment, suivant le chantier, suivant le montant de la facture, en fait, ça représente très très peu un très faible pourcentage supplémentaire par rapport à la facture globale. Donc, c'est souvent accepté et parfois même, le client va vous dire, les électriciens, les plombiers, ah ben laissez, je vais m'occuper des déchets. Donc, au final, vous n'avez rien à facturer, rien à vous occuper, ce qui vous libère de tout ça. J'ai monté un centre de tri récemment sur la commune de l'hôpital du Grosbois. On essaie de faire les choses le plus proprement possible pour la nature. Et dans ce centre de tri, on valorise 30 déchets en matière, un peu plus de 30 déchets en matière. C'est-à-dire qu'on retransforme, on remet dans le cycle de fabrication de matières premières les déchets de chantier, tous les déchets, un maximum de déchets. Et dans les déchets qu'on peut retrouver dans les entreprises du bâtiment, on a les menuiseries. Très concrètement, on sait valoriser le verre de bâtiment à l'infini. On sait valoriser le PVC à l'infini, le PVC des montants de fenêtres. L'alu, ça a toujours existé. Le bois aussi. Mais voilà, pour vous donner des idées concrètes, le PVC, on l'envoie chez VK à 3. Ils ont un cycle de valorisation de déchets et ils remettent une vingtaine de pourcents de PVC recyclé dans la fabrication de matières premières. De la même manière, laine de verre, on l'envoie à Orange chez Isover. Ils refondent la laine de verre et ils le réinjectent dans leur fabrication de matières premières neuves. Idem pour le plâtre, tout ce qui est plaque de plâtre, on envoie ça chez Placo Recycling à Chambéry. Alors, il existe plusieurs exutoires
sur le national, sur le secteur national. Nous, on essaie de travailler avec les plus près. Mais le placo aussi, enfin je dis placo, c'est une marque, mais les plaques de plâtre sont triées, on refabrique du gypse et on le remet dans la fabrication de matières premières. Donc il y a vraiment un intérêt écologique là derrière. Je ne vous parle pas du carton, parce que le carton, c'est des choses qu'on connaît depuis toujours, des papeteries, on en a autour de nous. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 1 tonne de carton recyclé, c'est 17 arbres d'économiser, 48 mètres cubes d'eau et 10 mégawatts d'électricité d'économiser par rapport à la fabrication de carton à partir d'arbres. Ce qui est relativement important. Le plastique, de la même manière, 1 tonne de plastique recyclé, c'est 830 litres de pétrole. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous avez un carton ou un bout de plastique dans la main, vous avez 3 solutions au niveau du déchet. Soit vous le jetez dans un trou, on appelle ça l'enfouissement. Donc, du coup, l'arbre qui est à côté de vous, il faudra le recouper pour fabriquer du carton. Soit vous le brûlez, on appelle ça la valorisation énergétique. C'est mieux que l'enfouissement parce qu'on va produire de l'électricité et de la chaleur grâce à l'incinération du carton. Mais l'arbre qui est à côté de vous, il faudra le couper à nouveau. Soit on le valorise matière et on l'envoie dans les papeteries. Et dans ce cas-là, le carton est utilisé pour refabriquer du carton. Et du coup, l'arbre qui est à côté de vous, on le sauvegarde. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est très très important. Et chacun de nous a un vrai enjeu écologique devant lui. Et la planète souffre, comme disait Lina. Moi, je suis très partisan de ça. Hein. Je ne veux pas écolo au présidentiel, hein, que ce soit clair, parce que pour moi, ce n'est pas un parti politique. C'est plutôt une prise de conscience de chacun d'entre nous. Le bâtiment, on est très très en retard par rapport à l'industrie. Alors, je dis on parce que j'ai aussi une entreprise d'aménagement extérieur à Tarsenais et je suis le premier à produire du déchet, malgré moi, hein, au final. Et par contre, j'ai vraiment cette envie d'aller dans l'écologie. Et voilà. Mais la vraie différence de l'entreprise Tridou par rapport à pas mal de mes confrères concurrents, que je respecte beaucoup, c'est on essaye d'allier économie et écologie, économie financière et écologie, parce que si moi, je ne sais pas vous proposer de l'économie financière, personne ne se mettra au tri. Et pour ce faire, j'ai développé un caisson étanche et compartimenté. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Je vais mettre un peu plus grand, si j'y arrive. Hop. Pour que vous puissiez voir. Tac. Ça ne change rien. Il faut que j'enlève la barre qui est au-dessus. Voilà. Caisson étanche et compartimenté par rapport à une benne classique, qu'on connaît tous, hein, benne classique. Attendez, je remets ça ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez ça. Je ne suis pas certain qu'on le voit, effectivement, en tout cas pour ma part. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Moi, je vois quelque chose de hachuré. N'hésitez pas les autres de vous exprimer. C'est la même chose, effectivement, avec un bloc noir sur le côté. Je crois que la page n'a peut-être pas chargé. Alors. Je pense, Laurent, vous n'avez pas choisi pour le partage d'écran, vous n'avez pas choisi partager bureau, peut-être. Vous avez choisi peut-être de partager seulement une page. Et là, est-ce que vous voyez mieux? C'est parfait. Bon, génial. Merci pour votre intervention. Donc, caisson étanche et compartimenté. Aujourd'hui, ce qui est connu sur le marché, c'est ces bennes de 30 mètres cubes ouvertes qu'on utilise beaucoup, ou 10 mètres cubes pour le déblai inerte. Ces bennes-là sont super hein, pour aller collecter sur les chantiers. Par contre, trier 7 flux dans des bennes comme ça, c'est plutôt compliqué parce qu'il faut 7 bennes. Le caisson étanche et compartimenté, en gros, on a mis un toit et des cloisons dans un caisson. Le caisson a un volume de 35 mètres cubes, ce qui fait qu'on a un peu moins de rotation que des 30 mètres cubes. En fait, il a 6 avantages, ce caisson. Le premier, c'est qu'il a un toit. Ça paraît bête, mais un toit, chez nous en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, il pleut 20 tonnes d'eau dans une surface comme ça par an. Il ne reste pas 20 tonnes d'eau dans la benne, parce qu'une partie s'évapore, une partie coule. Mais on a remarqué qu'il restait entre 8 et 12 tonnes d'eau, suivant le déchet que vous avez à l'intérieur et l'éponge qu'il fait.
10 tonnes d'eau à 200 € la tonne de traitement, je vous fais le calcul simple parce que je ne suis pas bon en calcul mental, ça fait 2 000 € par an d'économie parce qu'il y a un toit sur la benne. Ensuite, on a mis des cloisons dans le caisson. Ces cloisons sont représentées ici, qui donnent 4 compartiments de 15, 10 et 2 x 5. On a la possibilité sur le caisson arrière de plier la cloison et du coup de faire 3 compartiments de 15, 10 et 10. Ces compartiments permettent à vous, clients, de trier votre déchet, c'est-à-dire de sortir de votre déchet en mélange, qu'on appelle plus communément DIB. Eh bien, les 3 déchets que vous produisez le plus, donc suivant votre métier évidemment, chez les métiers de seconde œuvre, on va sortir le placo, on va sortir le carton, on va sortir le bois, et vous aurez toujours un compartiment de déchets en mélange. Mais du coup, vous allez payer le placo beaucoup moins cher que le déchet en mélange. Le carton, suivant les mois, on va vous le racheter, vous allez payer un peu, mais en tout cas, c'est complètement dérisoire par rapport aux déchets en mélange. Et le bois, pareil, il y a un certain coût, mais qui est bien inférieur aux déchets en mélange. Donc, le fait qu'il y ait un toit et le fait qu'il y ait 4 compartiments qui vous permettent de trier sur une même surface, vous permet en premier des économies financières. Évidemment, ça vous impose un tri, mais il faudrait être très malhonnête pour que l'opérateur qui a un carton dans la main le mette dans ce volet-là plutôt que dans ce volet-là. Voilà, on aura toujours des gens qui n'en auront rien à faire et c'est la plus grosse problématique en fait du BTP, parce que il y a des gens plus ou moins consciencieux et plus ou moins écolo, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, cette question vous permet d'économiser de la place et de trier. J'ai énormément de caissons comme ça en fixe dans les entreprises. En fait, on appelle ça mini-déchetterie. En gros, vous avez une mini-déchetterie dans votre entreprise. C'est un caisson, grosso modo, qui va vous coûter, suivant le nombre de rotations annuelles, mais entre 7 et 10 € par jour. 10 € par jour, vous n'allez pas envoyer une camionnette avec 2 gars dans une déchetterie communale. Ils ne vont pas tenir longtemps pour vous faire économiser 10 € par jour. On connaît tous le prix de la main-d'œuvre. Donc, en fait, après avoir calculé avec pas mal de clients, même les clients qui sont à côté de chez moi, qui pourraient venir à la Dèche Pro, à l'hôpital du Grosbois, qui est ouvert de 7 h à 19 h, on a convenu ensemble qu'ils avaient meilleur temps d'avoir un caisson chez eux et pas envoyer leurs salariés à la Dèche Pro parce qu'ils vont prendre une demi-heure à 2, ça fait 1 heure de perte. Alors que quand ils rentrent à l'entreprise et qu'ils mettent les déchets dans le caisson directement, ils en ont pour 5 minutes les deux. En plus, il est 5 h le soir, donc ils ont vite envie de rentrer chez eux. Donc, ils les mettent très rapidement, ça se passe très bien. Et beaucoup plus économe quand on prend en compte le coût de la main-d'œuvre et pas que le coût du déchet. Donc ça, c'est le gros avantage et la grosse différence de Tridou par rapport à mes collègues. Ce caisson-là, je l'ai breveté. Donc, peut-être qu'il existe ailleurs en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est peu probable qu'il y ait des gens qui s'y mettent autour de chez nous parce qu'il est protégé. Au-delà de ces aspects financiers, ce caisson permet 3 autres gros avantages. Vous remplissez à 1,35 m. Je vais vous mettre la benne à côté. Les volets de remplissage sont à 1,35 m de haut et pas à 2,30 m. Vous êtes quitte de jeter votre déchet à 2,30 m de haut ou de laisser les portes arrière ouvertes pour aller poser votre déchet. Ce caisson est fermé. C'est-à-dire que quand il y a un coup de vent, vous ne retrouvez pas votre polystyrène chez votre voisin. C'est plutôt gage de propreté et de respect du voisin. De la même manière, vous avez possibilité de mettre des cadenas sur chaque volet, ce qui permet d'éviter l'apport de déchets de vos voisins chez vous si votre site n'est pas fermé. Évidemment, le canapé du voisin va coûter beaucoup moins cher dans votre benne à vous que dans la sienne. Et ce caisson est fermé aussi, ce qui évite toutes les taches de rouille que vous pouvez trouver sur votre belle enrobée de l'usine toute neuve, de l'entreprise toute neuve, qui viennent polluer, faire moche, quoi. Voilà, clairement. Voilà, là, je vous ai parlé de tous les avantages de la benne à votre service. Du coup, on sait faire aussi les déchets dangereux. Les déchets dangereux importants parce que chacun d'entre vous en produit. Déchets dangereux, c'est les bombes aérosols, c'est les pots de peinture, c'est les bidons plus ou moins vides de produits dangereux que vous avez utilisés pour vos chantiers. Voilà, tout ça, on a des normes. On ne peut pas les mettre dans ces bennes-là
On a des normes de contenants. Tout ça, c'est des contenants UN beaucoup plus petits. On ne peut pas transporter du déchet dangereux dans des volumes aussi importants, tout simplement pour éviter au maximum les accidents et les pollutions des sols, voire les explosions, etc. Il y a beaucoup de produits qui, mélangés ensemble, produisent des réactions chimiques plus ou moins dangereuses. Donc, en fait, il est indispensable de mettre ces déchets dangereux séparés dans des petits contenants. Le plus gros, c'est le GRV de 1000 litres, caisse palette de 660 litres, fût de 200 litres. Mais on a aussi des plus petits contenants pour voilà, un petit artisan qui a 100 bombes aérosols par an, voire moins. Une caisse Croco lui suffira largement. En fait, on adapte votre volume, on adapte le volume du contenant à votre volume de production. Et on peut tout à fait changer. Si demain la caisse Croco de 70 litres n'est pas suffisante, on peut monter à 200 litres ou 660 litres, voire 1000 litres, aucun problème. On sait collecter tout ce qui est amiante. Et c'est un de nos points forts d'ailleurs, parce que les sites d'enfouissement amiante présents sur Bourgogne-Franche-Comté nous renvoient tout le monde parce qu'ils ne veulent plus recevoir d'entreprises pour leurs 4 plaques de fibro. Eux, ils sont trop gros, ils ont besoin d'intermédiaires comme nous pour le ramener par camion complet. Donc, en fait, on massifie chez nous à l'hôpital du Grosbois. On va collecter chez vous, hein, ce n'est pas un problème. Et puis ensuite, on travaille directement avec les centres d'enfouissement pour évacuer l'amiante. L'amiante n'a pas d'autre moyen que l'enfouissement pour être valorisé. Enfin, on ne sait pas valoriser l'amiante, clairement. Les projets Tridou, parce que du coup, fort du brevet sur les questions à compartiment, on a décidé de se développer sous forme de franchise. Je vous en parle parce que vous êtes, vous, participants en Bourgogne-Franche-Comté, et du coup, nos premiers franchisés, le premier franchisé que j'ai signé il y a 1 mois, c'est pas vieux, à le secteur Lure-Belfort. Le second qu'on va signer dans 15 jours à tout le secteur Dijon. Et on est en très bons termes. Attendez que je vous partage mon écran avec la carte pour que vous puissiez... Hop. Ici. Voilà, est-ce que vous voyez ma carte? Donc, en fait, nous, ici, on a le secteur Besançon-Pontarlier, Vesoul. J'ai signé le secteur Lure-Belfort, Remiremont, etc. On va signer le secteur Dijon. On est en très bonne voie pour Autun, Beaune, enfin voilà, le secteur d'Autun, et très très bonne voie pour le secteur Lons-le-Saunier Sud, on va dire. Voilà. Je recherche quelqu'un sur Dole, quelqu'un sur Montbéliard. Mais en tout cas, d'ici 2 ans, on pourra répondre sur toute la Bourgogne-Franche-Comté sans trop de problèmes avec ces questions compartimentées. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à votre service. Merci. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention. Apparemment, il y a quelques personnes qui n'ont pas vu la carte, mais on va voir ce qu'on peut faire après en termes de diffusion de support. Donc là, le moment est venu pour les participants pour poser des questions. Donc, je vais demander à Justine et potentiellement à Laurent de vous afficher pour qu'on puisse répondre aux questions. Donc, du coup, Doué a répondu peut-être à l'écrit, Justine, mais on va quand même partager la réponse, la question et la réponse avec tout le monde. Donc, la question est de savoir si la charte professionnelle est en déploiement vers Auxois, Morvan avec les autres collectivités territoriales. Donc, Justine, je te laisse répondre. Pardon, je réactive mon micro. Du coup, non, pour le moment, les déchetteries ne sont pas labellisées. Peut-être que ça viendra à voir. Après, si les déchetteries ne sont pas labellisées, ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'acceptent pas les professionnels. C'est juste que voilà, il n'y a pas encore d'accord pour cette charte, mais elles peuvent quand même accepter les professionnels. Après, à vous plutôt de vous renseigner auprès de la collectivité pour connaître du coup les horaires de déchetterie, les tarifs et les conditions d'accès. Du coup, je vous remets dans le module discussion
discussion l'adresse internet du site cartographique où vous pourrez chercher en fait les déchetteries les plus proches de vos chantiers qui acceptent les professionnels. Donc, à tout le monde, n'hésitez pas de poser vos questions. Vous êtes pas mal de personnes connectées, mais vraiment, les questions ne sont pas venues. Profitez-en, il n'y a pas de questions qui ne peuvent pas être posées, même si J'ai c'est une question des pour Justine, en direct. Comment est-ce qu'on fait pour figurer sur votre annuaire de déchetterie? Eh bien, je vous ai rajouté depuis la dernière réunion à Pontarlier. Donc, normalement, Ok, vous ça êtes va. dessus. choses Merci. très bien. Est-ce que nous avons des questions, soit sur le traitement des déchets suite à la présentation de Laurent, ou éventuellement des questions concernant le réemploi? D'habitude, ça suscite quand même un petit peu de réaction. Je passe le temps. En attendant, si vous voulez, je peux vous partager au niveau de la chambre de métier, on a un ensemble de ressources, de fiches pratiques. Donc là aussi, vous pouvez retrouver, enfin voilà, ça englobe différents sujets allant de la consommation d'énergie, déchets, justement le guide des prestataires déchets dangereux. Donc vous pouvez directement consulter aussi ce site internet. Je vais vous envoyer dans la discussion le lien directement. D'accord. Très bien. Et de toute façon, on ne va pas insister s'il n'y a pas de questions. On va vous partager le replay et les supports. Et avant de vous quitter, je vais essayer de partager et réussir à partager mon écran cette fois-ci. Dites-moi si c'est bon, si vous voyez bien mon écran, parce que du coup… Non, on ne le voit pas encore. Pourtant, il est affiché comme partagé. Comment ça se fait? Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord, très bien. Donc, pour terminer, je vois s'il n'y a pas… il y a une question s'il y a des sites web annuaires pour des matériothèques. Donc, c'est une très bonne question. Il n'y en a pas encore. Sur le site de Pôle Énergie, on va commencer progressivement à en afficher. Et il y a également le projet dans le cadre de la feuille de route régionale qui a démarré cette année, qui va commencer à les afficher. Mais c'est pas tout de suite. Je vous invite à suivre les actualités de Pôle Énergie pour voir les matériothèques qui apparaissent. Et puis, il y avait d'autres questions. Non, ben, c'était Sophie. Donc, du coup, j'ai un petit peu menti en disant que, parce que pour terminer, je voulais quand même vous afficher quelques ressources. Donc, il y a un site qui s'appelle OptiGED, qui est fait par ADEME, qui est un centre de ressources dédié à l'économie circulaire et aux déchets. Il y a le site Démoclès qui est dédié aux déchets et qui permet de trouver les bonnes filières de valorisation. J'ai mis également le lien de la CMA qui est justement des petites brochures concernant la gestion des déchets. Il y a également des ressources de la FFB concernant la gestion des déchets. Et surtout, pour terminer, je voulais aussi partager avec vous, parce que j'ai parlé beaucoup réemploi, et le 29 septembre, nous avons organisé avec l'ADEME et la région la journée régionale de réemploi. Donc, vous l'avez loupé, mais en fait, vous avez de la chance parce que c'est en ligne sur notre site. Donc, vous pouvez voir toute la journée enregistrée. Donc, vous pouvez voir tout, notamment comment des témoignages de matériothèques, des explications sur comment la dépose, le diagnostic ressources, la dépose soignée, etc. Donc, il y a vraiment des intervenants de qualité qui partagent leur expertise. Le webinaire de ce soir fait partie d'une série de 4 événements que le Pôle Énergie et la CMA organisent ensemble. Il y en a 3 qui sont passés sur la RE 2020 et les déchets de chantier en physique. Aujourd'hui, on a des déchets de chantier pour toute la région. Vous pouvez trouver les replays de ces événements et les supports de présentation en ligne sur notre site. Et vous pouvez aussi vous connecter à notre prochain webinaire sur la qualité d'air intérieur. Dans les inscriptions, c'est déjà possible aussi pour notre site et il y a les invitations qui seront diffusées
d'ici quelques temps. Avec cela, on est arrivé à la fin de l'ordre du jour pour le webinaire de ce soir. Donc, on vous souhaite bonne soirée. On vous remercie pour votre attention. Merci à Justine et Laurent pour vos interventions, à Sophie pour le partenariat et à très bientôt pour tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.